Alors évidemment, j'aurais aimé vivre dans une chocolaterie. Ça, c'est évident. J'avais cette édition, je l'ai eue, j'avais 7 ans. Je pense que tout ce que je voulais faire dans la vie, c'était lire et manger. Donc ça collait assez bien. Mais je crois qu'il y a aussi l'idée au début du livre, quand Charlie vit avec ses 4 grands-parents et ses parents dans une petite maison insalubre, ils n'ont pas d'argent. Et l'idée qu'il habitait avec ses 4 grands-parents, qui étaient tous dans le même lit certes, mais il y avait cette idée de famille extrêmement présente autour de lui, qui fait que cette misère n'était pas si dure. Et au fur et à mesure de l'histoire, évidemment, on arrivait dans la chocolaterie, il y avait des rivières de chocolat, de l'herbe en sucre de menthe, des bonbons qui fondent jamais, et ça me paraissait extraordinaire. Après, aujourd'hui, évidemment, les Oompa Loompas qui m'amusaient beaucoup enfant et dont j'avais l'impression qu'ils étaient un peu comme des enfants. Maintenant, en relisant effectivement l'histoire de ces petits pygmées ramenés d'Afrique où ils n'ont rien à manger et qui travaillent dans l'usine où ils sont très contents, je pense qu'aujourd'hui, ça me poserait un petit peu plus de... J'aurais un peu plus de mal avec ça, mais voilà, c'était le livre refuge de mon enfance. Je pense que c'est le livre que j'ai le plus lu et relu. Et je voudrais encore vivre dans un monde où il y a des rivières de chocolat. Quand j'étais enfant, et ça a peut-être laissé des traces dans ma vie actuelle, j'avais du mal à différencier les personnages dont j'étais amoureuse, j'étais très amoureuse, les personnages dont je voulais être l'amie et les personnages que je voulais être. Je ne faisais pas bien la différence entre les trois. On l'appelait Spider-Man à la récré, tout le monde parlait de Spider-Man, on faisait Spider-Man sans savoir. Je pense que je sais qu'il y a eu un film, je ne l'avais pas vu, j'avais pas de comics à l'époque, mais je savais très bien qui était Spider-Man. Et c'est surtout un super pouvoir d'animal. Il avait le super pouvoir d'une araignée, je trouvais ça incroyable. D'autant plus que j'avais pas peur des araignées et je pense que j'en tirais une certaine fierté à l'époque. Et voilà, Spider-Man, c'était, je pense, un héros auquel je pensais pouvoir ressembler. Voilà. Et je n'ai jamais cessé d'être amoureuse de lui, je crois. Alors, le livre qui m'a fait le plus rire, je ris rien qu'en le voyant, parce que c'est cette couverture que j'avais, c'était le livre Les vacances du petit Nicolas. C'était un exemplaire qui était à mes arrière-grands-parents, qu'ils avaient acheté pour lire à leurs petits-enfants, donc ma mère et mes oncles et tantes. Et je pense que quand je l'ai lu, il y avait cette transmission. Je lisais un livre qui avait déjà fait rire des générations de ma famille avant moi. Et je pense que Goscinny, il y a le dessin de Sampé évidemment, mais Goscinny est sûrement la personne qui m'a fait le plus rire. Et je me rends compte qu'il est mort à mon âge à peu près. Et je ne cesse de m'émerveiller de tout ce qu'il a fait dans sa vie qui me fait rire. Et ce que j'aime dans les histoires du petit Nicolas, j'ai retrouvé a posteriori, je me rends compte que certains de mes textes jeunesse lui doivent beaucoup. C'est jamais conscient, mais je crois que cette tonalité parfaite de l'enfant, mais qui fait rire les parents, parce que ce sont aussi des livres pour les parents, c'est quelque chose qui est inégalé pour moi dans le domaine de l'humour. C'est une cruauté bienveillante. Je crois que c'est ça que j'aimerais viser, une cruauté bienveillante. La mère du petit Nicolas est en fait une manipulatrice, notamment dans les vacances du petit Nicolas. Elle s'arrange pour arriver à avoir les vacances qu'elle voulait, elle, et qu'elle a d'ailleurs déjà réservées. Mais c'est une juste revanche, parce que face à l'autorité paternelle du père qui veut tout décider dans le petit Nicolas, c'est aussi un livre sur la tristesse des parents qui voient partir leur enfant, puisque le petit Nicolas s'amuse beaucoup quand il part en colonie. En revanche, ses parents ont plus de mal à supporter son absence. Et ça, c'est quelque chose qui, je crois, quand on est enfant, dédramatise beaucoup et participer à ce comique que je trouvais extraordinaire.
Alors, Peter Pan était indéniablement un personnage qui me terrifiait. Enfin, rien qu'en voyant le dessin de Disney, il reste terrifiant, je trouve, avec ses oreilles de faune et puis il n'en voit pas, mais ses dents de lait qui sont jamais tombées. Je l'avais découvert au cinéma. Et autant le Capitaine Crochet, le crocodile, ne me faisait pas peur du tout, autant ce petit être vert bondissant me terrifiait. Je n'aimais pas l'idée il convainquait des enfants de quitter leurs parents. Je trouvais ça très cruel. Et puis, il voulait que tout le monde devienne sa maman, ce que je trouvais aussi un peu absurde. Et puis, plus tard, j'ai lu le livre de Barry. Et le livre est extraordinaire. Et je pense que c'est ça qui m'a... Et il fait encore plus peur. On a beaucoup parlé du syndrome de Peter Pan, mais finalement, ce qui reste de dramatique dans l'histoire de Peter Pan, c'est que c'est un enfant qui part s'amuser. Il voit pas passer l'heure, et quand il veut rentrer chez lui, la fenêtre est fermée. Il veut rentrer chez lui, mais là, il se rend compte que sa mère l'a oublié. Sa mère a été tellement triste. Il a vu qu'elle était triste la première fois, mais il a voulu s'amuser encore un tout petit peu. Il lui a promis qu'il allait revenir, et puis le temps est passé. Et là, il revient et il y a un autre enfant à sa place. Et je trouvais ça... En fait, c'est pas tant un enfant qui ne veut pas grandir qu'un enfant qui ne veut pas quitter l'âge auquel sa mère l'aimait. Il veut pas quitter cet état d'avoir été l'enfant adoré de sa mère. Et ça, c'est quelque chose que je trouve très fort dans l'histoire de Barry. C'est aussi un des cas où je trouve que l'histoire personnelle de son auteur, qui est dramatique, hein, il a perdu son frère aîné et il a voulu le remplacer auprès de sa mère, dont il était le préféré. Et je pense que c'est ça aussi que j'aime dans cette histoire et qui me fait peur, c'est de se dire qu'avec les histoires les plus dramatiques, on arrive à faire un film pour Disney. C'est peut-être encourageant aussi sur la façon dont on peut utiliser les choses dramatiques qui nous arrivent. Je me souviens me dire que j'aurais aimé être Émile. Alors, j'avais pas les albums de Dungerer pour plus petit. J'ai jamais lu Les Trois Brigands quand j'étais enfant ou Le Géant de Zeralda. En revanche, Émile, c'était un... Alors, c'est drôle parce que j'ai le souvenir de quelque chose d'extrêmement coloré, alors que c'est un livre quasiment... Il y a deux couleurs, ce vert et le brick à l'intérieur du livre. Mais il y avait ce monde foisonnant, ce monde sous-marin, et puis cet animal, cette pieuvre géante, mais je ne sais pas si je le voyais vraiment comme ça, qui avait déjà 8 bras, ce qui me paraissait extraordinaire, et qui sauvait des enfants, arrêtait des voleurs, en gros faisait tout pour se faire aimer, puisqu'Émile est tout seul sur Terre de son espèce, puisque c'est une créature marine. Et je crois que c'est ça que je reconnaissais, être prêt à tout pour se faire aimer, dans cette idée de s'adapter à toutes les situations, je pense. Et je crois aussi que c'est le monde d'Émile qui m'a mené à 20 000 lieues sous les mers, que j'ai énormément lu quand j'étais encore, j'allais dire adolescente, mais c'était même avant. Et je pense que j'aimais l'idée de s'isoler loin de la folie du monde et de se mettre sous l'eau. C'est quelque chose que j'ai retrouvé plus tard, dans le conte de Monte Cristo. Je pense que c'est un peu la même histoire, au fond, de ces misanthropes qui sont mieux sous l'eau. Et je crois qu'Émile, c'était ma première rencontre avec ce type de personnage. J'ai 4 ans sur cette photo et je suis en Écosse. Donc je pense que ce que j'aime dans cette photo, parce que je l'ai toujours près de moi, c'est qu'il y a deux choses que j'aime énormément dans la vie, dont j'ai besoin, c'est la nature, donc en plus les fougères, j'aime énormément les fougères, et l'histoire. Là, je suis à côté, alors ça se voit pas, mais du château de Stirling en Écosse, dont je me souviens, visiter un château ancien, ça m'impressionnait. Et je pense que c'est deux choses dont j'ai toujours besoin, deux univers que je mets dans tous mes livres, adultes ou enfants. La nature et l'histoire, les choses qui se sont passées avant nous. Et surtout, ce qui me touche dans cette photo, c'est que j'ai l'air très heureuse, alors que je n'ai pas le souvenir d'une enfance heureuse. Et ça me fait beaucoup réfléchir sur ce dont on se souvient, et ce que c'est que l'enfance, la complexité de cet état où on peut à la fois être extrêmement heureux et extrêmement malheureux. Et je pense que c'est quelque chose que je garde toujours en tête quand j'écris. C'est que j'écris pour des enfants parfois malheureux, mais aussi pour des enfants heureux. En tout cas, je sais que j'écris pour des enfants dont peut-être j'essaie toujours de me souvenir de ce que j'étais enfant, mais je ne sais pas si on y arrive. Et cette photo me rappelle à quel point c'est compliqué. J'aimerais que l'endroit où je préfère écrire soit mon bureau. Ça serait pratique. J'ai un bureau, mais il est tellement encombré que je ne peux pas m'en approcher. Et en plus, il est dans ma chambre, ce qui
ce qui me décourage totalement quand je veux mettre au travail. Alors que là, je suis dans ma cuisine. Alors dans ma cuisine, il y a un semblant de végétation, parce que j'ai besoin de nature, mais je fais tout mourir et j'habite à Paris, donc je me mets à côté de ce que j'appelle ma nature. J'ai un lapin aussi qui se promène dans cette cuisine, enfin il se promène partout, mais là il est à mes pieds et je pense que j'ai comme ça l'impression que je suis en contact avec les éléments. Et ça me permet aussi de faire la cuisine en même temps, qui est quelque chose que j'aime beaucoup quand je m'arrête. Et je suis installée sous une carte du monde, une carte de Ali Idrissi, un géographe du XIIe siècle, qui représente le monde connu, mais depuis son point de vue à lui, c'est un géographe arabe, et ce monde est à l'envers par rapport à la façon dont on le représente nous. Et je pense que j'aime beaucoup l'idée qu'il faut toujours regarder les choses, il faut toujours retourner la réalité, exactement comme Alice grandit ou rapetisse. Il faut arriver à retourner la réalité, et c'est quelque chose auquel je pense quand je travaille.